Bonjour à tous, nous sommes quasi complets pour pouvoir, maintenant démarrer ce webinaire. Un nouveau webinaire consacré cette fois-ci à nos toutes dernières innovations, 100 naturelles et destinées aux applications de panification. Pour ce webinaire, nous serons 2 intervenants. Sophie Chaperon, qui est notre manager du service R&D, hein, en particulier pour les applications de Becry, et moi-même qui gère la partie commerciale pour l'ensemble de nos applications Becry, Culinary et Nutrition. Ce webinaire sera déployé en 4 parties. Une première partie qui sera assez rapide sur la présentation de notre entreprise. Ensuite, on fera également un rapide point sur l'évolution des attentes consommateurs. Et puis, on passera un peu plus de temps cette fois-ci sur nos principales innovations, une fois encore 100% naturelles. Et après à peu près une demi-heure de présentation, on vous invitera pour une session de questions-réponses. Un petit rappel sur les règles de fonctionnement des webinaires. Alors, rien de bien nouveau, juste pour vous dire que vos micros sont désactivés pendant cette présentation. Vous disposez sur votre droite d'une rubrique questions qui vous permet évidemment d'envoyer vos questions, mais de façon complètement anonyme. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser et à la fin de ce webinaire, on s'efforcera d'y répondre au maximum, sachant que si nous n'avons pas suffisamment de temps pour répondre à l'intégralité de ces questions, nous reviendrons vers vous en direct par mail ou par l'intermédiaire de vos contacts commerciaux. Et dernier petit point, cette présentation vous sera envoyée après le webinaire. Alors, si on démarre maintenant par Limagrain Ingrédients. Alors, Limagrain Ingrédients, en fait, est une des divisions du groupe coopératif Limagrain. Le groupe Limagrain est, pour rappel, le 4e semencier mondial. Donc, c'est un groupe qui fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec près de 10 000 employés répartis un peu partout dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux 3 intervenants des semences, 3 premiers intervenants des semences, c'est que nous n'appartenons pas à un groupe phytosanitaire, nous appartenons véritablement à une coopérative, c'est-à-dire 1500 agriculteurs adhérents. L'une de nos ADN, c'est notre forte implication au niveau de l'innovation, au niveau de la recherche, puisque chaque année, on dépense près de 16% de notre chiffre d'affaires en recherche. Et vous allez voir au travers de ce webinaire, d'ailleurs, 2 de ces innovations. En ce qui concerne Limagrain Ingrédients, donc nous sommes une division dans ce groupe. Nous faisons à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très forte proportion à l'export. Chaque année, nous transformons ainsi près de 330 000 tonnes de céréales et maintenant de plus en plus également de légumineuses sur nos 7 sites de production répartis en France et aux Pays-Bas. Notre vocation, elle se caractérise par deux vocations singulières. La première, c'est de révéler les bienfaits naturels des grains et des céréales. Effectivement, notre vocation, c'est avant tout de piocher dans tout notre portefeuille génétique pour faire des applications, des solutions techniques à partir de traitements uniquement mécaniques et thermiques, sans avoir recours au moindre traitement chimique. Donc, c'est en ça où on parle de bienfaits naturels. Et puis, notre deuxième vocation, cette fois-ci, est plus dédiée à l'interne. Notre deuxième vocation est de maîtriser les filières blé, filière maïs, depuis la semence jusqu'à l'ingrédient, voire même le produit fini, afin notamment d'assurer des revenus à leur juste valeur auprès de nos adhérents.
Maintenant, nous passons sur l'évolution des attentes consommateurs. On peut voir sur ces dernières années, alors c'est pas un grand scoop, hein, mais c'est qu'effectivement, il y a une très, très grande tendance sur le clean label, donc avec une diminution, une forte demande sur une diminution des additifs notamment. Une forte demande également sur des listes d'ingrédients qui se veulent de plus en plus courtes, hein, et puis sur l'utilisation également de produits simples et naturels, c'est-à-dire assez peu transformés. Et les consommateurs, finalement, expriment cette attente au travers de différents moyens. C'est effectivement ces Nutri-Score qui deviennent de plus en plus présents sur les produits alimentaires, mais également au travers d'applications comme Yuka, qui leur permettent d'avoir très facilement une idée des bienfaits du produit. Pour pouvoir répondre à ces différents challenges, aujourd'hui, il y a des solutions entre guillemets assez classiques, hein, pour pouvoir répondre, c'est-à-dire l'utilisation d'enzymes, d'améliorants, de conservateurs. Et ce qu'on va vous proposer, notamment au travers de ce webinaire, c'est déjà des premières solutions à partir de produits naturels pour remplir ces mêmes fonctions. Première innovation, qu'on a appelé, nous, Cereclean. C'est un produit qu'on a lancé il y a déjà quelques mois. Cereclean, en fait, c'est une solution technique qui permet d'améliorer la durée de vie de vos produits de panification. Alors, c'est un produit qui est issu, en fait, de près de 10 ans de recherche. Donc, ça a été vraiment un travail de longue haleine et qui, en fait, résulte de l'association d'une de nos farines fonctionnelles avec un mélange d'acides organiques bien défini. Donc, ces 10 ans de recherche se sont principalement focalisés justement sur la composition et comment dire, les bienfaits de ces différents acides organiques sur la durée de vie des produits. Ce qui fait qu'au travers de cette solution Cereclean, on va pouvoir passer d'une liste d'ingrédients à base soit de propionate de calcium, sorbate de potassium, voire même alcool, à une liste d'ingrédients basée uniquement sur farine de blé fermentée. Et ça, c'est une solution qui est complètement utilisable sur l'ensemble des différents produits de panification, que ce soit buns, pain préemballé, pâtisserie, voire même tortilla. Quels sont en fait les véritables avantages de Cereclean? C'est déjà qu'au niveau process industriel, Cereclean n'implique aucune modification. Cereclean, par sa présence en acide organique, baisse évidemment le pH de vos pâtes, mais ne génère pas de collants, par exemple. Par sa composition spécifique en acide organique, ne génère pas non plus de goût ou d'odeur néfaste, de type odeur de fromage, notamment lorsqu'on a des compositions en acide organique très poussées en acide lactique. En termes de texture de produit, Cereclean n'a également aucun impact, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec une mie beaucoup plus ouverte. Sur la durée de vie, comme je vous le disais précédemment, on atteint exactement la même durée de vie qu'avec des conservateurs chimiques ou de synthèse. Et la seule modification, finalement, c'est cette modification de liste d'ingrédients, puisqu'au final, vous obtenez sur vos packaging farine et farine de blé fermentée. Donc, ce que vous pouvez dire avec Cereclean, c'est que vous avez du coup un produit qui est totalement cleanable et qui est issu d'une solution dite naturelle. Donc, je vais prendre la suite de Laurent pour rentrer un petit peu dans le détail des applications. Donc, comme Laurent vous le signalait, Cereclean est très adapté pour tous les produits de panification. Donc, notamment, on va retrouver les pains tranchés emballés, les produits de la boulangerie fine,
les soft tortillas, les pains hamburgers. On peut aussi avoir des pains précuits emballés qui aussi nécessitent l'emploi de conservateurs. Sur le graphe à gauche, on peut voir un exemple de cinétique de développement des moisissures. Donc, c'est des tests que l'on mène notamment en conditions laboratoires avec des vieillissements accélérés, de façon à vraiment pousser très loin les additifs ou les solutions naturelles pour arriver à vraiment voir leur effet. Et dans ce cas précis, donc c'est un dosage de propionate de calcium dans une recette, par exemple, de pain tranché. Donc, à un dosage de 0,5%. Donc, généralement, ça correspond à 2500 ppm ou 3000 d'acide propionique dans le produit fini. Et lorsqu'on compare l'incorporation de sérécline à 2%, donc qui correspond à l'équivalence en termes d'acide propionique, on se rend compte qu'on a un gain de durée de vie de l'ordre de 2 à 3 jours, qui donc démontre que sérécline est plus efficace que le propionate de calcium. Alors je reviendrai tout à l'heure sur l'explication de cette meilleure efficacité de sérécline face au propionate de calcium chimique. Et puis, comme l'indiquait tout à l'heure Laurent, c'est vrai que sérécline, c'est une farine fermentée. Pour autant, elle n'affecte pas les qualités technologiques. C'est vrai que ce n'est pas le cas de toutes les farines fermentées. Et au niveau organoleptique, on va retrouver juste les notes d'acide organique connues, mais on ne rajoute pas d'autres notes qui pourraient être désagréables, comme le mentionnait Laurent, des notes fromagères. Une autre application, un autre domaine d'application dans lequel sérécline est très intéressant, c'est la pâtisserie. Alors c'est vrai que pour la pâtisserie, généralement, c'est pas le propionate de calcium qu'on va retrouver dans les produits, mais souvent le sorbate de potassium. Alors c'est vrai que le sorbate de potassium, en général, dans les conservateurs, c'est un conservateur qui est très efficace, même plus efficace que le propionate. Alors c'est vrai qu'on l'utilise pas trop en panification, quoique dans certains pays on le retrouve. Mais c'est vrai que historiquement, c'est plutôt le propionate qui était utilisé dans le pain parce que il a moins d'effets négatifs sur la fermentation, il inhibe moins les levures que le sorbate. C'est pour ça que généralement, c'est le propionate qu'on retrouve en panification et le sorbate en pâtisserie. Et là, dans les essais menés, donc c'est un exemple aussi sur des essais de type génoise, on retrouve une meilleure efficacité de sérécline face au propionate de calcium. Donc ça, c'est un peu la même chose que dans la panification. Mais lorsqu'on le compare au sorbate, on a aussi une efficacité équivalente. Donc on n'est pas supérieur, mais comme le sorbate est un conservateur très efficace, c'est très intéressant de pouvoir le substituer par cette farine fermentée, sérécline. Un autre exemple aussi en pâtisserie, alors c'est parfois l'alcool, aussi en panification d'ailleurs, hein. L'alcool peut être utilisé comme conservateur, notamment en pulvérisation ou en injection. Alors ça a été très, très souvent utilisé par le biais des arômes, hein, qui étaient sur ces supports de type alcoolique. Alors maintenant, c'est vrai que la déclaration a changé, il est nécessaire de déclarer alcool, mais on peut encore retrouver ce type d'ingrédients pour améliorer la conservation. Et dans ce cas-là, on retrouve aussi des effets équivalents de sérécline en substitution de l'alcool. Le seul critère que l'on ne va pas obligatoirement obtenir avec sérécline, puisqu'on n'est pas du tout sur la même forme, c'est l'effet bénéfique que parfois peut avoir l'alcool en termes d'imbibition et en termes de fraîcheur de produit. Il est clair que là, sérécline ne va agir que sur la conservation en tant que telle, et il faudra trouver d'autres solutions pour améliorer cette fraîcheur. Je reviens sur l'efficacité de sérécline qui est supérieure à celle du propionate de calcium chimique. Ça va venir d'un phénomène qui est connu par rapport à l'acide propionique, qu'il provienne du propionate ou de sérécline. C'est que l'acide propionique va être dans les matrices alimentaires sous deux formes. Une forme non dissociée, qui est la forme active, et une forme dissociée qui, elle, ne joue pas son rôle de conservateur. Donc la raison, hein, c'est que la forme non dissociée est la seule qui puisse entrer dans la cellule, qu'elle soit moisissure ou levure, et qui puisse donc interférer dans la croissance et la multiplication, et donc le développement des cellules. Et cette forme dissociée est d'autant plus présente que le pH est bas. Donc on voit sur le graphe au milieu que, par exemple, en ordonnée, c'est la part de cette forme non dissociée, donc active et efficace comme conservateur, et en abscisse, vous avez le pH. Et en fait, on se rend compte qu'à un pH de 3, on va avoir 100% de l'acide propionique qui va être efficace, mais lorsque le pH augmente, on voit que cette teneur en acide propionique non dissocié diminue pour être quasi nulle lorsqu'on est dans des pH aux alentours de 7. Or, lorsqu'on utilise
l'acide propionique, on va se retrouver dans des pH de l'ordre de, alors si on est en panification, on peut être entre 5 et 6, parfois plus bas si on a vraiment des pains très acides, mais là on a moins besoin de conservateurs. Et lorsqu'on est en pâtisserie, on est même au-delà, on peut être plutôt aux alentours de 6, 5, 7. Donc l'intérêt en fait de Cereclean, et Laurent le précisait, on a vraiment fait beaucoup de recherches pour trouver le profil d'acide organique complet qui permettent d'avoir à la fois, je dirais, des aptitudes technologiques inchangées et en même temps de pouvoir diminuer le pH. Et on regarde sur le graphe de gauche, si on compare un pH, là c'est dans une pâte de type pain de mie, si on compare le pH lorsqu'on met du propionate de calcium, on va se retrouver aux alentours de 5,7. Et si sur la même recette on utilise Cereclean, on va redescendre le pH à 5,5. Alors cette différence, elle peut paraître très petite, hein, puisqu'on descend le pH de l'ordre de 0,2 points. Mais lorsqu'on regarde la forme de la courbe au milieu, on se rend compte que la pente est très importante à ce niveau de pH, et qu'en fait, si on gagne simplement 0,2 points de pH, on peut gagner 10 points de part active d'acide propionique. Donc vraiment important de pouvoir gérer ce pH, et Cereclean permet justement de diminuer ce pH. Sur le graphe de droite, en fait, ça illustre ce que je viens de dire sur ces histogrammes. En bleu, donc c'est l'acide propionique total. Donc là, dans les deux cas, pour le propionate comme pour Cereclean, on est à une équivalence de 2500 ppm dans le produit fini. Et on voit l'histogramme en orange qui est la part active qui a ce rôle de conservateur. Et lorsqu'on utilise du propionate, on n'en a plus que 325 ppm, alors que Cereclean en apporte 500. Donc c'est cette différence-là qui permet à Cereclean d'être plus efficace que le conservateur chimique. Laurent, je te laisse poursuivre. Alors effectivement, d'un point de vue commercial, c'est un véritable bonheur d'avoir ce type de solution. Parce que déjà, en termes d'efficacité, on a pu voir que Cereclean a été reconnu déjà à travers de différents trophées, notamment le trophée de l'innovation CFIA 2020, également au Gulf Food Awards en 2019. Et puis, déjà, d'un point de vue concret, par de très nombreux succès commerciaux après seulement quelques mois de lancement. Nous allons donc maintenant passer sur une deuxième innovation qui est totalement différente, cette fois-ci sur une innovation qu'on a appelée le blé jaune. Alors, ce blé jaune, en fait, ne vient pas du même type de processus de recherche et d'innovation. Il vient directement de notre filière intégrée du groupe Limagrain. Alors, je ne vais pas vous détailler là tout cette slide, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on travaille en filière intégrée depuis la semence même du blé ou du maïs, jusque l'ingrédient céréalier, voire même le produit fini. Au travers de cette filière, on développe un grand nombre d'innovations. Donc, si on part du bas, on peut reprendre par exemple les dernières innovations qu'on a eues dans le passé, avec des blés à très forte qualité protéique, des blés waxy. Et donc voilà, maintenant, on arrive à sortir maintenant des blés jaunes qu'on va vous présenter avec Sophie. Prochainement, des blés riches en goût, après des blés riches en amylose et d'autres innovations qui vont arriver sur les prochaines années, sachant qu'effectivement, un programme de sélection prend, je dirais, entre 10 et 12 ans pour pouvoir voir le jour. Alors, Sophie, du coup, je te laisse peut-être présenter cette inno. Si tu veux. Donc la farine de blé jaune, hein, c'est vrai que c'est des axes, comme on peut le voir par rapport à tous les axes de sélection de blé, on recherche la naturalité, c'est-à-dire à chaque fois de trouver des solutions qui permettent de remplacer des additifs ou d'autres ingrédients qui pourraient, même en n'étant pas additifs, avoir une déclaration qui n'est pas très acceptée des consommateurs. Alors notre blé jaune, c'est une variété unique de Limagrain, unique dans le sens où contrairement, je dirais, à tous les programmes de sélection de Limagrain qui sont vraiment orientés vers l'inscription des variétés, vers des critères agronomiques qui font partie du circuit
je dirais, des blés qui sont utilisés en masse pour les utilisations soit en panification, soit dans d'autres usages. Les programmes de sélection que Laurent vous a présentés sont vraiment très orientés sur des aptitudes technologiques, sur de la fonctionnalité et des intérêts agro-industriels. Or, pour obtenir ce type de fonctionnalité, parfois on doit justement ne pas pouvoir accéder au même rendement agronomique puisqu'on va être sur des cibles de sélection qui sont totalement différentes. Dans ce cadre-là, on a donc là réalisé une sélection sur la couleur jaune de façon à amplifier cette couleur. Donc on voit sur le graphe de droite le positionnement. Donc on a repris l'indice de jaune qui est un référentiel de couleur donc mesuré par un appareil qui s'appelle un Minolta sur un référentiel LAB. Cet indice de jaune qui est la valeur B indique vraiment cette couleur. Donc on peut voir sur la partie droite de ce graphe qu'on va avoir l'espèce la plus jaune qui va être le blé dur, qui a des indices de couleur de l'ordre de 24. Et puis à l'opposé, donc des variétés de blé standard qui peuvent avoir des indices de couleur de l'ordre de 11 à 15. Parce qu'effectivement, il y a des variétés qui ont quand même des couleurs plus jaunes. Par exemple, le 15 va correspondre à une variété comme Apache, qui est reconnue pour sa couleur jaune. Et le blé donc jaune que nous avons développé se situe à l'intermédiaire des deux valeurs, donc avec des valeurs de l'ordre de 21, qui sont des valeurs très élevées qu'on ne retrouve pas dans les blés standards. Donc c'est vrai que c'est une innovation parce que c'est effectivement un blé qui n'existe pas actuellement. Ça permet de la substitution de colorants, donc on peut vraiment aller vers du clean label et puis aussi aller un peu plus loin dans ce qu'on peut appeler le clear label ou la transparence ou des ingrédients qui sont connus des consommateurs puisque la déclaration sera farine de blé. Un exemple de cette utilisation, donc dans un exemple donc qui est la brioche. Pourquoi la brioche? Parce que c'est vrai que c'est un produit qui est jaune. Alors c'est vrai que les œufs apportent déjà une bonne partie de la couleur jaune, mais dans certains produits, on peut avoir besoin de renforcer encore cette couleur en rajoutant des colorants de type carotène ou riboflavine, les E160, E101. Et c'est vrai que là, donc en utilisant cette farine de blé jaune, que l'on utilise à 50% de la maquette farine, donc on substitue une partie de la farine par cette farine de blé jaune, on va obtenir la même couleur que celle qui est apportée de façon ordinaire par les colorants. Un intérêt en termes de couleur aussi, c'est que en ayant cette même intensité de jaune, on a quand même une luminosité qui est plus importante en utilisant la farine de blé jaune comparée à des colorants. Donc l'indice de L, justement, ce référentiel LAB, pour ceux qui l'utilisent, est aussi augmenté avec l'emploi de notre farine. Donc substitution de colorants pour la même intensité de jaune et une déclaration farine de blé. Autre particularité, puisque je mentionnais que par exemple dans une brioche, on pouvait être amené à mettre 50% de cette farine de blé. C'est une farine de blé qui a des caractéristiques. Excusez-moi. C'est une farine de blé qui a des caractéristiques technologiques qui vont être identiques à des très bonnes farines utilisées en panification. Donc on peut faire des incorporations de 30 à 100% sans impact technologique négatif. Un exemple là sur l'alvéographe où on voit que c'est dans cet exemple, une farine donc, qui a un W de 280, un indice d'élasticité de l'ordre de 62. Donc, on est vraiment dans une bonne farine qui ne va absolument pas pénaliser la qualité de la brioche. Laurent, je te laisse poursuivre. Alors, d'un point de vue commercial, nous allons pouvoir en fait vous proposer cette variété de blé jaune sous différents formats. Tout d'abord sur la base d'une farine composée à 100% de ce blé jaune de type 55, qui sera disponible en vrac ou en sac. On peut, étant donné que nous disposons de deux moulins industriels, également travailler sur la base de maquettes de blé, c'est-à-dire prévoir une maquette avec 30, 40 ou 50% de ce blé jaune en fonction de vos besoins. Et ça, évidemment, pour des volumes supérieurs à 500 tonnes par an. Et puis, on a également mis au point un prémix un prémix de farine de blé jaune, 50% immédiatement, ready to use, et pour lequel vous avez juste à rajouter les derniers ingrédients pour faire votre application. Voilà, donc ça, c'était donc les deux innovations qu'on vous propose actuellement, issues après près de 10 ans de recherche.
Comme on vous le dit, on a ce tunnel d'innovation qui est en permanence alimenté et l'idée, c'est de vous présenter maintenant très rapidement les toutes prochaines innovations qu'on devrait lancer sur 2022-2023. Alors tout d'abord, on a ce tout nouveau blé ultra innovant qui s'appelle l'Ify Wheat. L'Ify Wheat, en fait, c'est un blé pareil, issu de nos programmes de sélection interne, mais qui a été développé également avec un centre de recherche australien. C'est un blé pour lequel on a déjà un peu plus de 23 brevets un peu partout dans le monde. Et sa particularité, c'est qu'il a 25% de fibres. 25% de fibres, c'est juste 10 fois plus que dans un blé standard. Et ce qu'on peut également noter, c'est qu'il a entre 15 et 20% d'amidon résistant, quand une farine blanche de blé n'en comprend que 1 à 2%. Donc vous l'aurez compris, c'est un blé qui va naturellement apporter énormément de bénéfices santé auprès de l'ensemble des consommateurs par son apport en fibres, également par une très forte réduction de la réponse glycémique, et qui aura également un impact positif sur la santé intestinale, c'est-à-dire le microbiote. Et effectivement, nous menons actuellement des études cliniques qui permettront justement de le prouver. Dernière innovation, ISO8, Sophie. Oui, donc dernière innovation, ISO8. Donc là aussi, toujours la recherche de la naturalité, d'utiliser moins d'ingrédients transformés. Donc ISO8, c'est un blé qui est naturellement sucré, qui est donc 100% naturel. C'est un blé qui a un pouvoir sucrant, donc dans des applications où le taux de sucre n'est pas très élevé, on pourra substituer l'intégralité du sucre et avoir des produits qui ne seront avec des déclarations que farine de blé, et ensuite donc permettre des allégations de type sans sucre ajouté. Il permet aussi de pouvoir diminuer la quantité de sucre ajouté, et dans ce cas, on pourra atteindre facilement les allégations autorisées avec un moins 30% de sucre ajouté. Donc les bénéfices de ce blé, c'est d'avoir 9 fois plus de saccharose qu'un blé standard, mais en même temps, il a 2 fois plus de fibres. Donc ça veut dire qu'en utilisant ce blé, on aura un impact positif sur la densité nutritionnelle et notamment la partie fibre. 20% de glucides en moins, et c'est une utilisation majoritairement donc en panification ou en pâtisserie, où cette tendance de réduction de sucre ou de produits plus naturels est importante. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous vous avons présenté assez rapidement et de façon assez globale ces différentes innovations. N'hésitez pas, comme je vous l'ai précisé au début de ce webinaire, à poser vos questions sur la partie droite de votre écran pour que l'on puisse y répondre en live. Donc, en faisant un petit point sur les différentes questions. Sur Séricline, Sophie, a priori une question sur le fait, est-ce qu'on pourra toujours avoir le même type d'allégation, même si la réglementation est amenée à évoluer? Alors c'est vrai que par rapport à l'utilisation, alors ça peut bien évidemment concerner Séricline, mais c'est beaucoup plus large. C'est vrai qu'on perçoit donc au niveau des autorités, je dirais, européennes, le fait que les ingrédients naturels qui contiendraient naturellement des molécules identiques à un additif pourraient être considérés aussi comme un additif. Alors c'est vrai que c'est vraisemblablement l'évolution vers laquelle on pourrait aller, donc avec voilà, des ingrédients fermentés. C'est le cas aussi pour l'acérola dans le cadre de la substitution de l'acide ascorbique et dans d'autres domaines d'application. Voilà, j'ai en tête par exemple les extraits d'épinards qui sont riches en nitrites. Voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles les autorités souhaitent être beaucoup plus transparents avec le consommateur. Néanmoins, je pense que la naturalité restera quelque chose de peut-être plus important que cette notion de clean label. Donc c'est en cela que
On cherche vraiment, nous, ce côté naturel par le process de fermentation, même si un jour on est obligé de déclarer conservateur naturel. Alors, nous avons des questions sur les tarifs. Alors, pour ce qui est de Sericline, vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout sur le même type de solution que pour un conservateur chimique. Donc, la comparaison n'est pas envisageable. Sericline restera une solution nécessairement plus chère qu'un conservateur chimique, ça c'est sûr. Après, si on fait un petit peu l'analyse de la valeur des produits de panification, l'impact malgré tout sur vos coûts de formulation sera très très limité, hein. Autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, Sericline, par rapport à d'autres solutions qui existent sur le marché, reste très compétitive, justement, au regard des solutions concurrentes. Alors, d'autres questions? Avec la mode du fait maison, est-il prévu de pouvoir proposer aux distributeurs des conditionnements adaptés aux clients finaux? Je ne suis pas forcément sûr d'avoir compris cette question-là. À ce moment-là, je pense qu'on reviendra vers vous directement pour y répondre. Je ne suis pas sûr de comprendre véritablement. Si, Sophie? Pour moi, je comprends par exemple des produits prêts à l'emploi utilisables par les consommateurs directement, donc plutôt des formats, par exemple pour un mix brioche en format 1 kg qui serait utilisable directement par un consommateur. Ah oui. Je pense que c'est cette question. À date, non, c'est pas forcément prévu. Après, c'est des choses qui peuvent bien évidemment s'imaginer sur la base d'un volume annuel qui le justifie, hein. Mais oui, c'est des choses complètement envisageables. Ouais. Je vois une question. ISO 8 pourra-t-il permettre d'améliorer le Nutri-Score dans certaines applications? Alors, c'est clair qu'ISO 8 contribuera à l'amélioration du Nutri-Score. Alors, comme mentionné, il contient du sucre, hein, donc il faudra tenir compte de la diminution du sucre apporté pour vraiment avoir un effet bénéfique en termes de Nutri-Score. Par contre, sa teneur en fibres va contribuer largement à l'amélioration de ce Nutri-Score. Nous avons d'autres questions sur est-ce que Sericline peut substituer totalement la pulvérisation à l'alcool dans certaines applications? Oui. Alors, Sophie, oui. Oui. Alors c'est ce qu'on a, voilà, c'est ce qu'on a mis en évidence par rapport à l'utilisation de Sericline. Alors après, je dirais, ça va dépendre peut-être de la quantité d'alcool qui est rajoutée en pulvérisation, mais pour des pulvérisations classiques et notamment dans les applications pâtisserie, c'est tout à fait efficace par rapport à l'alcool. Après, dans d'autres applications, voilà, si les quantités sont très importantes, bon, ça à revérifier par rapport à l'efficacité. On a une autre question cette fois-ci pour l'IFI 8. Menez-vous aussi des études pour prouver la diminution de la réponse glycémique? Alors, ouais, Alors pour l'IFI 8, hein, il y a eu effectivement différentes études nutritionnelles hein, qui ont permis de démontrer cet intérêt, et donc il y a une allégation qui est possible par rapport à ce claim. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres questions par rapport à
le pourcentage d'incorporation. Donc, on n'est pas là sur des blés qui sont à utiliser obligatoirement à 100%. On va plutôt être sur des incorporations de l'ordre de, je dirais, entre 50 et 70% dans les produits de panification notamment. Alors après, je pense que par rapport à ce blé qui est très innovant, je pense que vous pourrez contacter la personne qui est en charge de ce blé et donc avoir toutes les réponses par rapport aux études qui ont déjà été menées sur ce blé. Alors peut-être une dernière question concernant les innovations qu'on vous présente là pour le court ou moyen terme, c'est-à-dire LiFi 8 et ISO 8. Quand est-ce que ces innovations seront disponibles? LiFi 8, alors tu peux peut-être, Sophie, reprendre un petit peu l'actualité nationale d'innovation. Voilà, donc par rapport à LiFi 8, c'est vrai que c'était des horizons récolte 22, 23, sachant que sur ce type d'approche et de blé très spécifique, il faut, je dirais, prévoir les volumes. C'est aussi le principe des filières, mais on est sur ces horizons-là en termes de volume significatif pour pouvoir accompagner les projets de nos clients. Pour ISO 8, on est sur un horizon un petit peu plus éloigné, donc plutôt récolte 25. Voilà, sachant que le développement d'un produit, et notamment quand on utilise des blés aussi particuliers ou innovants, peut nécessiter un développement de l'ordre de 1 à 18 mois. Donc, par contre, il est tout à fait possible d'avoir des échantillons ou de pouvoir commencer à travailler ces innovations un peu avant la date de lancement prévue. Donc là, je vous encourage à vous rapprocher de vos contacts commerciaux pour valider votre intérêt de façon à ce que vous puissiez travailler ces solutions un peu avant leur lancement officiel. Nous avons encore pas mal d'autres questions, mais je crois qu'on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes ces questions. On s'adressera à vous directement. En tout cas, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il a suscité de l'intérêt pour vous. Et s'il vous reste encore quelques questions en tête, n'hésitez surtout pas à nous contacter, j'imagine avec vos contacts commerciaux habituels, ou sinon via notre site internet. Il nous reste maintenant à vous souhaiter une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.